Oui. Bien, donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cet ensemble de conférences. Alors, je me présente en deux mots, je suis Philippe Josso, donc enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, et nos collègues du service central de documentation ont eu la gentillesse de m'inviter à être le modérateur de ce milieu de journée, donc je leur en sais gré. Au passage, donc, ce service central de documentation de notre université est extrêmement dynamique, comme vous le voyez, hein. Il y a énormément de choses qui s'y passent, et je les en remercie pour nous tous. Alors, nous avons trois intervenants aujourd'hui qui interviennent donc dans des disciplines ou des champs disciplinaires qui sont différents, parce que tel est le principe de ces conférences, hein, de ces ensembles de conférences. Il faut attaquer un sujet de façon pluridisciplinaire en mêlant les sciences dites dures, les sciences biomédicales et les sciences humaines et sociales. Alors, la question de la contraception et de la pilule, je l'introduis en une minute ou deux. C'est une question, bien entendu, vous le savez, qui est extrêmement complexe, qui a fait couler beaucoup d'encre, et les recherches et les études scientifiques et les études en sciences humaines et sociales relatives à la contraception sont tout à fait nombreuses. Hein. Nous avons eu l'occasion de vivre cette histoire. Alors vous êtes jeunes pour la plupart. Moi, comme tous les vieillards, j'ai eu le privilège de voir l'introduction de la pilule contraceptive. J'ai eu également le privilège de voir la structure chimique des estrogènes et des hormones stéroïdes écrites à la craie sur les tableaux par mes maîtres, alors que maintenant c'est PowerPoint, comme vous le savez. Donc c'est une question qui est complexe, je le disais. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle fait appel à des notions de physiologie qui sont elles-mêmes complexes, et quand on aborde l'espèce humaine, la reproduction, c'est quelque chose de très compliqué avec les systèmes hormonaux. Alors donc à la fois sur le plan, je dirais, anatomique et physiologique. Alors je ne parle pas bien sûr des éléments pathologiques. Il y a également des éléments chimiques. Moi j'ai eu à connaître de ces éléments chimiques parce que j'ai beaucoup enseigné la pharmacie chimique, hein, ou la chimie thérapeutique, comme vous préférez, pour les pharmaciens. Donc là, il y a beaucoup à dire, et la recherche et la semi-synthèse de ces hormones, et puis leur synthèse totale, mais surtout leur semi-synthèse, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Hein. Ce sont des structures qui sont des structures complexes, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles se ressemblent toutes, donc elles sont difficiles à mémoriser pour les étudiants, mais par contre, il suffit de changer un petit motif par-ci par-là, un méthyle, un OH, pour que l'action pharmacodynamique et l'action physiologique changent. Donc c'est une série d'hormones extrêmement intéressantes, hein, ces stéroïdes. Et il y a eu une histoire liée à ces hormones qui est une histoire également très riche. Alors il y a eu, bien sûr, les recherches de Pincus, mais il y a eu aussi les recherches de quelqu'un comme Gerassi, qui est pas très connu, mais qui a beaucoup travaillé sur le dichroïsme circulaire des stéroïdes, qui a été très proche du prix Nobel de chimie, et puis qui a écrit un ouvrage justement intitulé La pilule, le chimpanzé et les tableaux de Degas, qui a été traduit en français, où il raconte ses recherches. Et puis il y a eu bien sûr Étienne-Émile Beaulieu, avec tous ses travaux sur la pilule contraceptive, entre guillemets, qu'il a encore eu beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc un sujet complexe. Hein. Les aspects, bien sûr, sciences humaines et sociales, outre les quelques petits éléments historiques là, que je viens de rappeler, sont également importants et soulèvent aujourd'hui alors la question de l'utilisation des médicaments, de la diffusion, de la prescription de ces médicaments. Hein. Le docteur Cocos abordera très certainement cette question. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes un petit peu dans une période où les gens qui regardent la télévision, c'est-à-dire 99,99% de la population française, ont peur des médicaments parce qu'on leur raconte que c'est dangereux, qu'il y a des accidents, hein, c'est les catastrophes. Alors, nous on essaye de mettre les choses à plat, on essaye de regarder tout ça d'un œil rigoureux et scientifique. Je dirais qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas jeter les médicaments à la poubelle, parce que si on n'avait pas de médicaments, ce que je dis toujours à mes étudiants, hein, si on n'avait pas de médicaments, on se plaindrait des calculs de la vessie, on mourrait à 30 ans ou à 40 ans, ça serait pas très agréable. Donc il faut utiliser les médicaments, mais bien sûr avec modération, et puis dans certaines
dans certains codes qui sont fixés. Hein. Voilà. Donc je crois que c'est aussi une des questions qui est soulevée par cette fameuse pilule contraceptive, puisque vous savez, il y a eu un certain nombre d'effets secondaires indésirables qui ont été soulevés pour certaines pilules, et ça fait les choux gras, bien sûr, de la presse, et ça a amené de l'eau au moulin à ceux qui disent que les médicaments c'est dangereux pour la santé. Voilà, ce qui est un paradoxe. Voilà. Alors donc je m'en arrête là hein, pour cette petite introduction. Je pense vous avoir mis un petit peu l'eau à la bouche. Hein. C'est un sujet donc qui est très pluridisciplinaire et qui à mon avis est extrêmement intéressant. Donc je vais laisser la parole à notre premier intervenant, qui est le docteur Albert Koukos, qui est gynécologue et qui est consultant hospitalier. Et nous le remercions donc d'avoir accepté de nous faire part de son expérience et de son travail dans le domaine et de son expertise. Voilà, je vous laisse la parole donc pour 10 minutes. 20 minutes, c'est ça 20, oui. Actuellement, en période de crise, on a tendance à restreindre les... Bien, bonjour à tout le monde. Ravi de vous voir et de vous avoir dans cette conférence sur la contraception. Beaucoup d'heures de travail pour terminer ça en 20 minutes. Toute la contraception est vaste. Donc j'ai fait en quelque sorte 2 diaporamas que je vais essayer de combiner ensemble parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Premièrement, pour nous présenter, nous sommes... Pour nous présenter donc, je suis médecin au centre hospitalier Lyon Sud et à l'hôpital Édouard Herriot. Ça fait plus de 30 ans que je fais de la contraception donc, sous l'égide de différents patrons et professeurs. Et donc j'ai été sollicité pour vous donner une conférence là-dessus, que je travaille depuis quelque temps. Alors d'abord, je vais essayer d'être le plus bref possible, quoique dans ce domaine c'est difficile à être bref. Alors, les polémiques se sont engagées récemment du fait de cette histoire-là avec malheureuse de cette jeune personne qui avait pris une pilule qui s'appelle la Méliane et qui avait eu par la suite un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé handicapé actuellement à 60%. Et c'est les parents qui ont déposé une plainte et qui ont incité les gens à réfléchir. Aux États-Unis, il y a eu quelques milliers de cas aussi. Donc, ça, c'est pour nous actuellement aussi un problème médico-légal quand on prescrit quelque chose, de prendre la responsabilité. Et je pense que dans certains cas, la personne qui a prescrit n'a pas peut-être demandé correctement les questions, notamment si dans la famille il y avait des accidents vasculaires cérébraux, s'il y a eu des problèmes de l'hémostase, s'il y a eu des problèmes de phlébite, thrombose, embolie pulmonaire, parce que des fois on trouve des facteurs communs. Dans ma carrière, j'ai eu un seul cas et unique, c'était à l'Hôtel-Dieu. Une personne à laquelle je n'avais pas prescrit la pilule contraceptive, c'était la Diane 35, qui m'a été urgée depuis l'hôpital cardiologique de Lyon, encore sur un lit de civière, après 10 jours de réanimation, pour une embolie pulmonaire assez importante, et puis en demandant de lui donner une autre contraception. Je trouvais ça un peu ridicule dans un sens, mais quand même il fallait y répondre. C'est une personne qui était montée à Chamonix, ça fait 3 ans qu'elle prenait la pilule, elle avait 23 ans. Elle est montée à Chamonix en haute altitude et là-bas elle a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, une espèce de coup dans le thorax en pensant que c'était peut-être le bâton de ski. Quand ça s'est répété dans la journée, elle est allée voir le médecin de Chamonix qui a eu tout de suite le réflexe d'appeler l'hélicoptère pour la transférer à l'hôpital cardiologique à Lyon où elle est restée pendant 10 jours en réa avant de venir pour demander une contraception parce qu'il voulait profiter peut-être de son séjour hospitalier pour donner. Donc c'est le seul cas que j'ai enregistré en 30 ans de contraception et de gynécologie. Donc là, c'est simplement pour vous montrer un tout petit peu l'université, pour ceux qui ne connaissent pas, et sachant que ça va être peut-être mis sur un film. Ça, c'est nos 2 patrons, le professeur Daniel Rodran qui est là, qui était chef de service à l'Hôtel-Dieu et à Centre hospitalier Lyon Sud, qui a été remplacé parce qu'il a l'âge de la retraite, mais il travaille toujours comme chirurgien à l'hôpital, par le professeur François Golfier, et qui, à ce moment-là, donc prend les rênes. Ça, c'est l'hôpital Édouard Herriot, qui est juste à même pas 6 minutes de marche à pied d'ici. Ça, c'est le plan de l'hôpital. Et puis, vous avez à l'entrée ici le pavillon K, qui est ici en photo, dans lequel nous œuvrons en tant que planning familial. Le plan de l'exposé sera donc de remercier les personnes qui nous ont conviés pour cette conférence, notamment Madame Livia Rapatel, qui est responsable de la mission valorisation. Vous avez les 2 orateurs, dont une aujourd'hui n'a pas pu se présenter, donc elle est remplacée par
une collègue de travail qui connaît aussi bien les choses qu'elle. Et puis la contraception en 2003, sachez que c'est un sujet qui est très d'actualité parce que d'ici 8 jours, il y a un congrès, le premier congrès international sur la contraception qui va avoir lieu au Danemark, à Copenhague. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est très, très brûlant. Alors ça c'est la publicité que vous avez lue certainement, je ne reviens pas. Et puis simplement la contraception, qu'est-ce qu'on peut dire pour la contraception? C'est en fait de trouver un moyen d'éviter à ce qu'un ovule fécondable soit fécondé par des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines. Parce qu'on peut féconder maintenant en laboratoire pour faire des procréations médicalement assistées. Mais là, c'est dans l'idée que notre rôle à nous, c'est d'éviter à ce qu'il n'y ait pas de grossesse non désirée par la personne, surtout par la femme. Et donc, c'était le sujet qui a été au départ, on parlait de régulation des naissances. Et donc, j'ai eu la curiosité de regarder le dictionnaire Larousse, les définitions. Ensemble des méthodes visant à éviter de façon réversible et temporaire la fécondation. Et chacune de ces méthodes qui va être détaillée. Et puis, tout ce qui est contraceptif, c'est relatif à cette contraception. C'est un jeu de mots, en fait. Et c'est un moyen, donc, pour éviter la fécondation. Et la fécondation, c'est l'union d'un gamète mâle avec un gamète femelle, en fait, du matériel génétique. Et là, vous avez à côté l'image que j'avais mis là, où on voit donc le zygote, ce qu'on appelle l'ovule fécondé, avec le pronucléus mâle et le pronucléus femelle, avec les petits corpuscules polaires qui ont été éjectés. L'idée, c'est de ne pas arriver à une grossesse non désirée, donc avec un... Alors, des méthodes en contraception pour 2013, comme par le passé, il y a des méthodes qu'on appelle réversibles, c'est une des définitions au départ, qu'elles soient bien acceptées par les gens, et réversibles. Ce qui fait que certaines méthodes, comme la ligature des trompes ou la mise en place de systèmes qui bougent les trompes, comme une espèce de coil qu'on appelle Essure, donc c'est plutôt considéré comme irréversible. Et puis, vous avez ceux qui sont définitifs, c'est en général les ligatures tubaires et chez l'homme la vasectomie, quoique des fois on a des reperméabilisations du canal déférent qui se fait tout seul par la nature qui prend le dessus. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet est intéressant aujourd'hui? Parce qu'il y a une polémique autour des pilules de 3e génération, et puis même des 4e. Et cette chose a été reprise par Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé, qui a annoncé la mise en place d'un dispositif visant à limiter l'utilisation des pilules de 3e et 4e génération. Mais de manière générale, est-ce que ce n'est pas une façon de régler les choses aussi sur un autre plan? Parce que certaines rumeurs de couloir disent que l'argent qui va être économisé sur la pilule partira pour payer les IVG. Donc il y a ici une espèce de balance entre deux situations. Alors dans la presse, on relève cette polémique-là. Donc il y a un moyen de contraception adapté à chaque femme, mais pas de meilleur moyen de contraception dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Et là, le débat a commencé par cette histoire de Marion Lara, qui a fait un accident vasculaire cérébral avec la pilule Méliane, qui contient du gestodène. Et donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans cette polémique. Mais en fin de compte, pendant des années, on a sublimé les choses. Et moi, j'ai regardé encore ces jours-ci le livre qui a été édité par Madame Langenbrot en 1996, où elle faisait les éloges de cette pilule-là parce qu'elle a un progestatif plus puissant pour bloquer le système hypothalamo-hypophyso-ovarien. Et les œstrogènes qu'on ajoute à l'intérieur, que ce soit l'éthénylestradiol, qui est le plus ancien. Avant, il y avait le mestranol, mais le mestranol a vite quitté la scène. Et puis actuellement, on a du valérate d'estradiol et on a du 17-bêta-estradiol. Le but, c'est simplement de permettre à la muqueuse de ne pas s'atrophier, de ne pas devenir toute fine et de ne pas provoquer des effets secondaires comme des aménorrhées ou qui donnent des fois des soucis aux femmes, est-ce que je suis enceinte ou pas. Et aussi des spottings, des petites taches, parce que c'est comme le nez, lorsqu'il est sec, il saignote. Lorsque l'utérus a la muqueuse qui est sèche, elle saignote aussi. Alors, donc, c'est des plaintes qui sont passées en main des avocats, et là, vraiment, il y a des grandes batailles. Et puis, elle avait annoncé qu'à partir du mois de mars, donc c'est déjà passé depuis 2 mois, il y aura donc, pas un interdit, mais un haro lancé dessus. Et certains produits comme la Varnoline continue et d'autres produits comme ça de dernière génération sont déremboursés en quelque sorte. Et puis, bon, on compte là-dessus alors que les gens gaspillent de leur poche pour acheter.
Je vois qu'il y a des pilules maintenant qui coûtent pas cher. Et actuellement, la grande mode, c'est de donner des produits qui auront comme progestatif du lévonorgestrel. Donc, et puis on a mis au banc le norgestimate, alors que j'ai regardé comment se fait le métabolisme de norgestimate, il se transforme en lévonorgestrel. Mais on l'a mis dans le même panier. J'ai été curieux de voir aussi que la cérazette, qu'on dit qu'on peut donner la cérazette, j'espère que vous connaissez tous ces noms-là, parce qu'il y a beaucoup de noms d'oiseaux là. La cérazette, elle, on peut la donner même dans des cas de contre-indication aux œstraux, surtout œstroprogestatifs, et c'est troisième donc, génération. Et quand vous regardez la composition de la cérazette, c'est du désogestrel, donc c'est troisième génération. Alors là, on peut donner et là, on ne peut pas donner. Est-ce que c'est la concomitance d'avoir des œstrogènes plus ça que dans des problèmes? Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on n'en parle pas des gens qui ont des acnés sévères et auxquels on donne l'acétate de cyprotérone, pas à 2 mg comme dans la Diane 35 elle est générique, mais il y en a 25 ou 50. Alors là, on peut donner, là, il n'y a personne qui a crié dessus pour dire que c'est pas bon. L'idée est importante, c'est qu'on sait depuis longtemps qu'il y a des accidents vasculaires, notamment des problèmes de la coagulation de l'hémostase. Et puis, donc, là, il y a un recensement qui a été fait sur 2529 accidents. Il y a 778, autrement dit 30,76%, qui sont liés à la pilule de première et deuxième génération, donc ce n'est pas la panacée universelle. Et puis on a mis 751, 69%, le double, avec les pilules de troisième et quatrième génération. Et puis on a accès de voir s'il y a des décès prématurés, c'est-à-dire des jeunes qui sont en bonne santé. Et s'il arrive quelque chose, eh bien, il y a 20 décès prématurés par an qui sont également recensés. Et sur ces 20 décès qui sont recensés, il y a 14, 70%, qui sont attribuables aux pilules des dernières générations. Donc l'autorité compétente a été conseillée par les médecins. Et peut-être qu'il y a comme je vous avais dit, peut-être des idées un peu plutôt financières derrière tout ça. Il y a des médecins qui contestent un peu les statistiques qui sont données là, parce que d'abord ils disent que ces statistiques-là concernent plutôt les thromboembolies veineuses, c'est-à-dire les veines, et pas les artérielles. Donc il y a un biais dans ce recensement-là. Et on n'a pas pris dedans aussi le nombre d'accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Ensuite, il y a la pharmacovigilance qui apparemment ne fonctionne pas comme elle devrait l'être théoriquement. Et donc, on voit que l'association estime que ce sont seulement 7% des cas. C'est une association qui est un peu qui va contre-courant, qui dit qu'il n'y a que 7% qui remontent aux autorités sanitaires de ce qui se passe dans les statistiques. Donc, les statistiques seraient un peu biaisées par ce biais-là. Alors, la commission de transparence de la haute autorité de la santé, c'est elle qui tranche là-dedans. Elle a statué, elle avait dit justement, en conclusion, il y a toujours un risque de complications thromboveineuses 2 fois plus élevé que chez les femmes sous pilule de deuxième génération. Alors ça veut dire quoi en chiffres? Ce risque reste toutefois très faible, de 3 à 4 cas pour 10 000 utilisatrices, précise le ministère de la Santé. Ce qui fait que par rapport aux femmes qui n'utilisent pas la contraception, les femmes qui prennent ces pilules courent un risque de 1,5 fois 2 plus élevé de voir des caillots de sang se former dans les vaisseaux. C'était dans le journal Le Monde en novembre 2011 et faisait donc référence à l'analyse rendue par l'Agence européenne des médicaments qui date déjà, qui commençait à parler de ça depuis 1995 et que l'avertissement était renouvelé en 2002. Ça veut dire que même des pilules de première génération, surtout deuxième génération actuellement à la mode, ne sont pas prémunis contre ce genre d'accident. Alors pour dire que les médecins qui vont donner des prescriptions, donc c'est soit des médecins généralistes maintenant, et moi j'ai des médecins généralistes qui viennent à l'hôpital Édouard Herriot au pavillon K pour se former avec moi. Alors simplement j'ai relevé donc dans l'Internet que pour apprendre par exemple à poser un stérilet et à pouvoir le contrôler, l'université Paris-Descartes demande à ce que les gens s'inscrivent dans un diplôme interuniversitaire de régulation des naissances qui va durer 111 heures. Donc c'est pas de prendre quelqu'un, lui monter 2-3 gestes, mais il y a quand même un enseignement avec des cours théoriques pendant 102 heures, des travaux dirigés pendant 9 heures, ce qui est un peu court, et des stages pendant 20 heures. Donc ils acceptent qu'un grand groupe limité d'étudiants, donc dans le nombre de 30. Et l'objectif, c'est d'optimiser les choses afin que cette
façon de faire la régulation des naissances soit parfaite, en quelque sorte, parce qu'il y a des risques, il y a des accidents qui peuvent arriver, et il y a des règles bien précises qu'il faut utiliser. Là, c'est la même chose, simplement pour vous montrer quelques-uns des stérilets qu'on a sur le marché, donc qui sont en général en cuivre, quoiqu'il y en a un qui s'appelle le Mirena, qui lui contient un étui dans lequel il se trouve un progestatif qui diffuse à ce moment-là dans l'utérus le produit, qui assèche d'une part la muqueuse utérine, qui assèche par la même occasion la glaire cervicale, qui devient à ce moment-là une espèce de bouchon muqueux comme on va dans la fin de grossesse, et qui fait la contraception par ce biais-là et qui est indiqué dans certaines circonstances. Le modèle avec le réservoir qu'on appelle Mirena, pour l'instant il y a une taille standard, on ne peut pas poser chez les jeunes filles. Actuellement, l'interdiction formelle de poser un stérilet chez les jeunes personnes est un peu levée. Il y a le docteur David Serfati qui a écrit tout un livre expliquant là-bas la contraception. Et donc on a levé parce qu'au départ on avait des accidents avec des anciens produits en polyéthylène, le Dalcon Shield et autres qui étaient pourvoyeurs de problèmes. Notamment des infections qui allaient jusqu'à l'infection au niveau des trompes, la salpingite, péritonite, et ensuite des fois la trompe qui est un peu légèrement bouchée, alors des grossesses extra-utérines qui s'arrêtent en cours de route. Et donc ça a été le cas. Mais actuellement, apparemment, on peut le poser. Et là, vous avez l'exemple d'un stérilet qui est la forme short, c'est-à-dire pour les jeunes filles, et la forme normale qui est de cette taille-là. Un peu d'historique, un tout petit peu rapidement. C'est-à-dire que je parle ici pour la mémoire de feu Madame le docteur Marie-André Lagroix-Veillalé, qui était la promotrice des plannings familiales de France. Et puis j'ai eu le plaisir et je dirais l'honneur d'être son secrétaire général adjoint à Paris lorsque les réunions se faisaient dans sa maison rue Paul Doumer. Et c'est elle qui va créer donc les différents organismes dès le départ, en prenant une idée sur l'American Birth Control League, qui a créé ça aux États-Unis, le Family Planning Association. Et puis donc par la suite, le hasard a fait des choses que je me suis trouvé imbriqué là-dedans. Alors, des évolutions récentes en matière de régulation des naissances, vous avez des dates clés. Il y avait d'abord la loi Neuwirth en 1967 qui a légalisé la contraception orale. Et donc, il y avait différentes décisions ensuite qui ont été prises. En 1972 ont été créés les premiers centres médicalisés de planification et d'éducation familiale. En 1973, le Conseil supérieur de l'information sexuelle et de la régulation des naissances a été créé aussi. Toujours la même année, les pouvoirs publics décident de mettre un programme dans les collèges et lycées d'éducation sexuelle afin de promouvoir la contraception. Et là, dans ce cadre-là, Madame le docteur Maï, qui était le médecin de l'Académie de médecine de l'Académie de Lyon, m'avait sollicité pour donner des informations dans des collèges très difficiles qu'on appelait à l'époque CPPA et CPPN, avec beaucoup de personnes de l'immigration, des gens qui ne comprenaient pas grand-chose, et des enfants très désordonnés, des TADH un peu, en quelque sorte. Alors ensuite, il y a toutes sortes des événements qui vont aller jusqu'à créer la pilule abortive qu'on appelle la RU 486, RU pour Roussel-Uclaf, c'est le nom du laboratoire. Et puis en fin de compte, il y a des organismes qui ont créé des conseillères du planning familial. Je crois qu'un de mes collègues va en parler. Ça, c'est pour rappeler simplement que, entre autres, quand on va inhiber ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, il y a un petit schéma qui vous montre ici qu'en fait, pour le rappel pour ceux qui connaissent un peu moins bien, il y a l'hypophyse qui reçoit des instructions de l'hypothalamus qui va produire la production de FSH, hormone qui stimule les follicules au départ, avec un recrutement déjà des follicules qui vont être ovulés quelques jours avant les règles. Il y a déjà une promotion qui est prête. Dès que ça arrive à une taille de 20-22 mm, ça déclenche l'ovulation parce que le taux d'estrogène, comme le montre le schéma ici, va monter de façon très abrupte. Et puis à ce moment-là, il y a un déclenchement de l'ovulation. Et ensuite, il y a la deuxième hormone qu'on appelle la LH, l'hormone lutéinisante, qui va en quelque sorte donner des instructions au corps jaune de fonctionner. Le corps jaune a une durée moyenne de vie de 14 jours et l'ovulation se fait 14 jours avant les règles qui vont venir. Donc quand quelqu'un vient nous dire j'ai des règles irrégulières, etc., quand on regarde un peu avec nos réglettes, on voit que c'est 35 jours. On dit madame, vous ovulez au 21e jour. Donc si vous voulez ne pas avoir des enfants, évitez quelques jours avant les rapports. Et si vous voulez avoir des enfants, c'est là où il faut cibler. Donc ensuite, à partir de là, de l'ovaire porte des hormones, c'est l'estradiol,
qui va agir pour que la muqueuse, comme vous voyez ici, après l'hémorragie des règles, qui va reprendre. Et jusqu'au 5e jour, en général, les sécrétions sont assez basses. C'est pour ça qu'on commence une pilule toujours avant le 5e jour. Parce qu'à ce moment-là, une fois qu'on passe le 5e jour, il y a un échappement, c'est le TGV qui quitte la gare, on ne peut plus stopper l'ovulation. Alors ça, ça vous explique un peu pour les pilules de lendemain et autres, ce qu'on fait. Tout à l'heure, si vous avez des questions, on va vous répondre. Je m'excuse si c'est assez clair. Bon, alors les méthodes, alors on reviendra avec d'autres slides, parce que chaque fois, je trouvais un slide plus intéressant que l'autre, alors je dis, on va faire le tri en dernière minute. Vous avez les méthodes qu'on appelle naturelles. Alors les méthodes naturelles, c'est premièrement la personne masculine qui se retire au moment de l'éjaculation ou juste un peu avant. Mais on a beaucoup de grossesses qui commencent comme ça, parce que des fois les gens ne se maîtrisent pas. C'est comme quelqu'un qui dit « je vais dire atchoum » et pendant il dit « ah » et puis atchoum, ça s'en va tout seul. Alors voilà, donc l'idée c'est que des spermatozoïdes ne soient pas déposés dans les voies génitales féminines. Et le retrait aussi, une petite remarque, il y a des gens actuellement pour garder leur virginité ont des rapports anaux. Donc des fois ils se retirent, ils éjaculent sur la vulve. Alors, la glaire cervicale c'est quelque chose qui est très étirable, c'est un hydrogel. Et ça permet des fois, tout à l'heure j'expliquais à celle qui était avec moi en formation, que le plus long que j'ai pu avoir en consultation, c'est pour montrer à un médecin ce que c'est une glaire cervicale fertile, et puis j'ai tiré 1,30 m. C'est comme un enfant qui a le rhume, alors c'est le même principe, que ça peut aller jusqu'au genou. Et c'est là où les spermatozoïdes peuvent monter et provoquer une fécondation, et si le sperme était excellent, et si la glaire est excellente, ça fait bingo. Alors, à côté de ça, vous avez la méthode... Donc, c'est pas conseillé aux jeunes parce qu'ils sont très fertiles. Et il suffit qu'ils fassent quelques erreurs, par exemple avoir un premier rapport sexuel, éjaculation externe, et puis entre deux, le monsieur n'urine pas, ce qui fait qu'il y a toujours quelques spermatozoïdes qui restent dans le liquide séminal. Et puis, lors de deuxième rapport, dans de l'excitation manuelle ou n'importe laquelle, il y a ici un tout petit peu de ce liquide qui contient quelques spermatozoïdes, et on a à ce moment-là des grossesses qui ont démarré comme ça. Alors ensuite, il y a la méthode, alors si on parle déjà du retrait, je vais en parler tout à l'heure, il y a ceux des gens qui font la méthode des températures. C'est-à-dire, ils se disent, voilà, pendant la période physiologique œstrogénique, la température est relativement basse. Dès qu'il y a l'ovulation, comme si le corps se préparait à une grossesse, la température monte de 3-4 dixièmes. Donc c'est là, on sait quand il y a le changement de palier, que l'ovulation peut avoir lieu. Alors il y a des personnes qui font ça sur 3 cycles, puis une fois qu'ils sont stabilisés, ils ne sont pas des femmes émotionnées qui peuvent changer leur cycle menstruel. À ce moment-là, elles comptent là-dessus pour s'arrêter vers le 10e jour, par exemple sur un cycle de 28 jours, pour avoir cette marge de sécurité de 5 jours. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a aussi une pilule, pas contragestive, mais une pilule du lendemain, qui peut agir jusqu'à 5 jours à partir du moment donc il y a toujours cette relation avec le chiffre 5 dans ce domaine. Vous avez ensuite ceux qui donc regarderont la filance de la glaire cervicale. Normalement, au début du cycle, elle est un tout petit peu, et puis par un moment donné, pour être, disons, considérée comme valable ou valide pour une procréation, il faut qu'elle s'étire sur 10 cm. C'était comme ça qu'on faisait dans le passé. Donc là, il y a l'idée, c'est d'éviter à ce que les spermatozoïdes puissent passer et aller plus haut. Puis il y a l'abstinence, le chômage technique. Ça existe. Aujourd'hui, j'ai conseillé, je crois, à 2 patientes de faire un peu le chômage technique parce que c'était le cas de se ressourcer un peu. Alors ensuite, il y a les contraceptions locales, c'est-à-dire on va barrer la route aux spermatozoïdes pour monter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut leur donner un parapluie. Donc on va leur donner un préservatif masculin qu'il faut placer au moment de l'érection et puis le retirer avant que la détumescence commence. Sinon, il y a des fois quelques spermatozoïdes vivaces qui peuvent à ce moment-là monter. Et quand on a des rapports comme ça, toujours la jeune femme, si c'est pas le monsieur, vérifie toujours si le condom, enfin qu'on appelle comme ça, est tout à fait intact ou pas. J'ai eu le cas d'avoir une patiente qui est allée dans les îles, elle a fait là-bas, elle a été avec des partenaires occasionnels multiples, et puis elle est venue parce qu'elle avait des sécrétions malodorantes. Alors en fin de compte, j'ai trouvé que le préservatif était coincé, déchiré et coincé dans le cul-de-sac. Donc c'est ce qui explique un peu les malodorances. Et puis d'autre part, le risque, alors elle était surtout inquiète si elle avait attrapé ou pas le sida. Heureusement, ce n'était pas le cas, mais c'était le cas, comme ça. Ça peut arriver.
Ouais. Et puis vous avez des méthodes qui utilisent, je dirais comme des bouchons qu'on met sur un flacon. C'est des cupules cervicales qui sont faites en général en caoutchouc, comme au fond du vagin. Il y a toutes sortes de formes, certaines qui s'adaptent vraiment au col. Il ne faut pas avoir un col délabré d'une patiente qui a déjà accouché plusieurs fois, qui a donc cette incapacité de placer correctement. Voilà, il vous reste 2 minutes. Là. Bon, alors c'est très bien, merci. Donc il y a le préservatif masculin, il y a ce qu'on appelle le préservatif féminin, qui s'appelle par le nom de Fémidome. Ça a été testé sur les prostituées parisiennes, donc apparemment lorsque le client ne veut pas porter un préservatif, donc elles le mettent à ce point-là. Et puis donc ensuite vous avez l'utilisation d'un appareil qu'on peut mettre dans l'utérus, donc c'est les stérilés, les différents stérilés, avec du cuivre dessus en général. Les premiers stérilés existaient déjà dans le temps des chameliers qui allaient dans le désert, et pour que les chamelles ne tombent pas enceintes en cours de caravane, on leur mettait une pierre lisse qu'on ramassait sur le bord des rivières, puis qui faisait un peu le bouchon si vous voulez, mais en le mettant bien dans l'utérus. Et puis vous avez toutes sortes de produits qui sont chimiques. C'est les spermicides, en général à base de chlorure de benzalkonium, où il y a le non-oxynol 9 qui est plutôt prisé aux États-Unis, mais ici en France c'est le chlorure de benzalkonium, qui existe sous forme d'ovule, qui existe sous forme de crème, et qu'il faut mettre quand même quelques 2-3 heures, ou au moins minimum 1 heure avant le rapport sexuel, pour faire un barrage au passage et que l'étui en cours de route. Puis il y a toute cette panoplie de pilules contraceptives qui existent. Alors il y a dans ces pilules-là toute une sorte il y a un assortiment impressionnant. Et puis ensuite, je vais détailler si on a le temps. Ensuite, il y a cette façon d'utiliser la façon d'un implant sous-cutané qu'on appelle actuellement le Nexplanon. Avant, ça s'appelait implanon. Et puis beaucoup de médecins ne savaient pas comment le poser. Du coup, pour l'enlever, c'était vraiment la bataille. Et puis en fin de compte, là, ils ont mis un dispositif, ils appellent Nexplanon. Ensuite, ça s'appelle, en France, c'est Nexplanon, et là-bas, c'est Planon Next, N-E-X-T. Donc, on copie les choses. Et puis, donc, le mettre, c'est facile. Il y a beaucoup d'inconvénients aussi à bien expliquer aux gens, parce qu'il faut que la personne qui prend un moyen contraceptif, qu'elle le choisisse par son libre arbitre, et puis qu'elle choisisse en fonction de ses données. Avec l'implanon, c'est bon pour 3 ans, mais pour l'enlever, ça provoque des fois de difficultés. Et puis en même temps, il faut savoir que ça peut provoquer chez certaines femmes des chutes capillaires des cheveux, des douleurs du sein, des mastodénies. Ça peut donner aussi des kystes dans les ovaires. Ça peut donner aussi des boutons d'acné. Donc il y a des inconvénients, mais il faut être conscient. Alors la femme qui vient me voir avec des boutons d'acné sur le visage, je dis c'est pas pour vous à mon avis. Mais des fois on est surpris que ça marche. Et puis vous avez la contraception hormonale, qui est donc ces pilules-là. Vous avez aussi le patch, ça s'appelle Evra Patch. Et l'Evra Patch, c'est un truc transdermique, ça fait passer les produits, donc oestrogènes et progestatifs, à travers la peau. C'est une espèce de timbre qu'il faut mettre où l'on veut, mais pas dans des endroits de frottement qui risquent de le décoller. Il colle bien d'ailleurs quand on le met bien, jamais sur les seins, parce que c'est pas la peine de stimuler les seins, d'avoir ensuite des problèmes mammaires. Et donc ça se met 1 fois par semaine pendant 7 jours. On l'enlève, on met dans un autre endroit du corps un 2e patch, et puis ensuite un 3e patch, puis on fait un break pendant 7 jours. C'est là où l'hémorragie de privation va apparaître. Alors il y a des fois des personnes qui passent des examens, et ça arrive certainement à certains d'entre vous. Alors ils peuvent continuer un tout petit peu à mettre encore un patch ou 2 ou 3, comme ça décale leurs règles pour la période d'examen ou la rencontre avec le copain qui revient du service militaire à l'étranger. Alors donc ça c'est en ce qui concerne. Il y a des méthodes qui sont considérées comme... Il y a l'anneau vaginal, simplement pour vous dire, c'est un anneau qui est avec un produit œstroprogestatif qui diffuse directement dans le vagin ces produits-là, puisque le vagin absorbe tout. Et donc, ça on peut le mettre, on peut le laisser pendant 3 semaines sur place. Et puis ensuite, on le retire 1 semaine. On a les règles de privation. Les règles, c'est plutôt pour réconforter la personne. D'ailleurs, aussi pour les comprimés, si on prolonge au-delà de 21 jours, et on continue une 2e plaquette, par exemple, dans des cas où des jeunes personnes ont des dysménorrhées de l'ordre pendant les règles très importantes, au lieu d'avoir 12 fois par an des douleurs des règles, on leur donne une pilule, des fois jusqu'à 3 mois, d'affilée pour qu'avoir que 3-4 fois par an les règles, en les encadrant par des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d'autres moyens. Voilà, je vais vous demander de conclure, là. Voilà, c'est un peu la panoplie. Alors ça, c'est simplement pour vous donner une idée
les différentes méthodes contraceptives et donc des taux de progression et des taux de continuation. Vous voyez ici, là, c'était plus certainement pour Mirena, parce qu'ils disent, nous, hein, c'est 80%. Voilà, bon. Là, c'est pour cette généralité que vous connaissez, alors je ne reviendrai pas là-dessus. Simplement, quand on prescrit la pilule, il y a ce qu'on appelle la méthode Bercer, qui est conseillée par l'Organisation mondiale de la santé. D'abord, bien accueillir la consultante, la mettre en confiance, faire un entretien et recueillir des informations de sa part. Ensuite, de lui donner une information qui soit claire, hiérarchisée, sur mesure. Ensuite, c'est le choix, donc la décision finale, c'est elle qui va le décider. Non, je peux faire le patch, non, je peux faire le répandu. Tout à l'heure, on a eu des exemples avec celle qui m'a assisté aujourd'hui. Et puis ensuite, on discute autour de cette méthode des avantages, des inconvénients. Et puis, on va vérifier quelques temps plus tard, en général 3 mois plus tard, si ce produit, ça marche bien. Il y a un interrogatoire très important, qui est très important pour détecter justement des contre-indications, notamment vasculaires. Donc, je vous dis, en 30 ans de métier, j'ai jamais eu une patiente qui a eu ça, parce que systématiquement, je pose la question sur les accidents vasculaires dans la famille. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on prend ça, il faut faire des bilans pour être sûr que, du point de vue biologique, tout va bien. Et puis, voilà, donc ce que je voulais vous dire en premier. Et comme le temps m'est... oui, on va... Jusqu'à maintenant, on va laisser la parole à mes collègues. Voilà. Et bon, on bien. répondra des questions plus tard. Hein. Voilà. Bien, écoutez... Donc, merci beaucoup pour cet exposé très complet. D'où on peut retenir que, et ça c'est une banalité, hein, toute substance médicamenteuse, tout médicament, comme la pilule contraceptive, est également un toxique. Il n'y a pas de différence entre médicament et toxique, c'est une question de dose. Le docteur Koukous nous l'a rappelé à propos de certaines prescriptions donc de substances stéroïdiques pour traiter des maladies cutanées, des affections cutanées. Donc il faut savoir quand on prend un médicament, et la pilule en est un, qu'il y a toujours un risque toxique, donc c'est toujours lié. Alors maintenant je vais passer la parole à notre deuxième intervenante. Donc il s'agit de Madame Valérie Radix, qui est conseillère conjugale et donc qui intervient dans le cadre d'un centre du planning familial qui est à Villeurbanne. Donc elle va nous parler d'aspects, je dirais, intermédiaires entre la contraception et puis la société et la famille. Donc elle va faire le lien entre, je dirais, la médecine et puis les sciences humaines et sociales, via le conseil qui est donné. Donc je la remercie et je lui laisse tout de suite la parole pour 20 minutes. Merci. Dès que ma clé est installée, je vais prendre la parole. En attendant que le gestionnaire des tâches veuille bien s'arrêter. Je veux d'abord excuser Séverine Auriol, qui est médecin en planning familial de Villeurbanne et qui devait faire l'intervention aujourd'hui, qui a eu un empêchement. Donc on a travaillé ensemble pour revoir l'intervention. Moi-même, donc je suis conseillère conjugale et familiale, donc pas médecin. Mais vous savez sans doute que dans les centres de planification, les conseillères ont un rôle important dans l'explication des moyens de contraception, dans l'information des jeunes, dans l'éducation à la sexualité. Je vais essayer d'ouvrir cette clé. Je suis presque. Donc, mon intervention, en fait, s'intéresse à l'accès à la contraception et les freins qui existent au choix d'une contraception adaptée à chacun et chacune. Alors, pour démarrer, on commence par un petit état des lieux. Je vais passer rapidement sur l'état des lieux parce que pour laisser un peu plus de temps sur les aspects plus sociaux de la prescription de contraception et de la pratique contraceptive des personnes en France. Donc sur l'accès à la contraception, juste une toute petite introduction historique, c'est que en France, la baisse de la fécondité, elle a été bien antérieure à la légalisation de la contraception.
il y avait eu ce qu'on appelle la transition démographique, avec la pratique du retrait notamment, et la fécondité moyenne avait déjà beaucoup descendu, elle était déjà à 2 enfants par femme fin 19e, et puis il y a eu, Monsieur Cocos l'a évoqué, la naissance de la planification familiale et la loi de 1967, la loi Neuwirth, qui a été votée et qui a légalisé l'information, l'accès à la contraception, qui auparavant était interdite par les lois de 1920, des lois natalistes qui interdisaient toute propagande sur la contraception et bien sûr l'avortement aussi. Donc à cette époque-là, il y a à la fois donc cette évolution de société qui ouvre cette possibilité pour les couples de maîtriser leur fécondité par des différentes méthodes, et c'est aussi la naissance des méthodes dites modernes, et notamment un accès massif à la pilule qui se développe, ce qu'on a appelé la révolution contraceptive. Donc il y a une généralisation de la contraception. On voit depuis la légalisation en France une augmentation constante de la contraception, de l'accès à la contraception, et qui est marquée en France par une forte médicalisation, avec un taux d'utilisation des méthodes médicalisées, c'est-à-dire pilules, les méthodes hormonales qui passent par le médecin, le stérilet, qui est très élevé. Très 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 brièvement, ce qu'on constate dans toute cette évolution, c'est que les inégalités sociales d'accès à la contraception ont diminué, elles se sont recomposées. Et vous voyez un peu sur ces schémas que la pilule a énormément progressé à tous les âges, dans tous les milieux sociaux. Et on observe juste une petite baisse qui est concomitante avec l'arrivée des nouvelles méthodes hormonales, des alternatives à la pilule, notamment pour les femmes qui ont tendance à l'oublier ou qui vivent la prise de comprimés comme une contrainte importante. Et donc l'arrivée du patch, de l'anneau, de l'implant a fait évoluer un petit peu le taux d'utilisatrices de pilules. On voit aussi la grande utilisation du DIU en France, mais qui reste assez stable. Et puis le préservatif qui a un petit peu augmenté dans l'utilisation. Quelles sont les tendances de la contraception aujourd'hui? Il y a eu plusieurs enquêtes intéressantes récentes, notamment en sociologie et épidémiologie. L'enquête Fécond menée par l'INSERM. Ce qu'on voit, c'est que la pilule reste la méthode la plus utilisée en France. 45 personnes des femmes concernées par la contraception, et à tous les âges, sauf chez les 45-49 ans où elle est devancée par le stérilet. Cette utilisation a légèrement diminué depuis 2000 et elle est compensée par le recours aux autres méthodes hormonales. La seule difficulté qui est notée et qui est assez récente, c'est sur la tranche d'âge des 20-24 ans, des jeunes femmes notamment qui sont plus précarisées. L'arrivée dans le marché du travail est de plus en plus lente, progressive. Et pour ces personnes-là, il y a un recul il y a un moindre accès à ces méthodes hormonales alternatives. On a parlé des pilules de 3e et 4e génération. Avant l'alerte qui a été donnée et la médiatisation de cette question-là, c'était 50% des pilules prescrites qui étaient de 3e et 4e génération. Certains spécialistes pensent qu'il y a eu une surprescription de ces pilules au regard du service rendu. Il y a eu donc ces alertes médiatiques et ces futurs procès, mais auparavant il y avait déjà eu des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour réduire les indications de ces pilules 3e, 4e génération. Et puis cette alerte justement, tous les débats médiatiques. Pour l'instant, on en connaît peu les effets, mais on essaie de les mesurer petit à petit. Et on sait que, par exemple, dans les centres d'IVG, on demande aux femmes si elles ont arrêté leur pilule récemment à cause de cette polémique. Et c'est parfois le cas. Et on observe donc une baisse des pilules de 3e et 4e génération, qui est compensée partiellement par une hausse de 16% des pilules de 2e génération. Ce tableau, je ne le commente pas vraiment, juste pour vous dire que on voit un peu la répartition par âge qui est
qui est assez notable en France. Il y a un modèle contraceptif dont on parlera un petit peu. Ce qu'on voit par exemple, c'est qu'il y a une montée en progression de la pilule en fonction des âges. Il y a un développement du DU, du stérilet, qui est très progressif, qui est lié au nombre d'enfants. Aujourd'hui, c'est une femme sur 5 qui utilise le stérilet. L'utilisation, elle a un petit peu diminué au cours de la dernière décennie. Et aujourd'hui, on retrouve une concomitance avec le fait d'avoir eu des enfants. Il y a seulement 1% de nullipares qui bénéficient d'un stérilet aujourd'hui. Et avec un enfant, on passe à 20%, et 2 enfants ou plus, 40%. C'est des chiffres qui devraient évoluer rapidement. On a de plus en plus de demandes de stérilet de la part de nullipares. Et nous, au planning familial, ça fait un moment aussi qu'on le fait, qu'on répond à cette demande-là. Et c'est vrai qu'en France, beaucoup de médecins sont restés sur ces anciennes croyances, ces anciennes informations qu'il y avait un risque particulier. Et donc c'est vrai c'est important aujourd'hui de vraiment donner le choix à toutes les femmes et de pallier l'accès au stérilet au fait d'avoir eu ou pas un enfant. L'utilisation du préservatif est en augmentation. Ce qui est notable, c'est que malgré tous les discours qu'on entend sur les jeunes qui ne se protègent pas, enfin des discours alarmistes qu'on entend assez souvent, les 15-17 ans, donc là l'enquête concerne les femmes, l'utilisent à 60%, dont 15% en association avec la pilule. En France, c'est aussi une caractéristique nationale, le recours à la stérilisation est très faible. Il concerne 3,9% des femmes et 0,3% des hommes. C'est un chiffre très faible à comparer de certains pays anglo-saxons où la vasectomie est proposée de manière assez fréquente à la population masculine. Et en France, le développement de la méthode Essure, qui est dont la pose est plus facile, moins invasive, va peut-être permettre de développer cette méthode de contraception définitive, en sachant qu'il y a encore beaucoup de réticence de la part des médecins à faire des stérilisations sur des femmes qui n'ont pas déjà plusieurs enfants, qui n'ont pas atteint 40 ans par exemple, alors qu'il peut y avoir des demandes avant cet âge. Les méthodes naturelles, le chiffre reste stable, de l'ordre de 6%. Et puis, le chiffre de 3% des femmes qui ne souhaitent pas être enceintes n'utilisent aucune contraception. Ce chiffre est de plus en plus bas. Et c'est un chiffre intéressant parce que, pareil, on entend toujours pourquoi il y a autant d'IVG aujourd'hui. C'est pas simplement parce que les femmes n'utiliseraient pas de contraception. C'est plus complexe que ça. Beaucoup utilisent une contraception, mais il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des contraceptions mal adaptées, peu adaptées à la vie des femmes. Et c'est de ça dont on va parler dans la suite de cet exposé. Juste pour terminer, sur les conditions d'accès à la contraception, une chose importante à savoir, au-delà des méthodes et de l'accès à toutes ces méthodes, la connaissance de ces méthodes, c'est les conditions sociales, économiques, les lieux où on a accès à cette contraception. Aujourd'hui, il faut une prescription pour un certain nombre de contraceptifs, pour la plupart. Les pilules, les injectables, les stérilets, les patchs, les anneaux, les diaphragmes et les capes aussi, parce qu'il faut expliquer la pose, il faut mesurer le col. Et donc, ça suppose donc de trouver des médecins qui répondent à cette demande. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, en planning familial, on est confrontés à des demandes croissantes de la part de personnes qui ne trouvent pas de gynécologue. Il y a de moins en moins de gynécologues de secteur 1, c'est une réalité pour des femmes, notamment des jeunes femmes qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et les généralistes, certains sont formés, certaines ont pris le temps, ont fait par exemple CDU, contraception, régulation des naissances. Certains font le minimum, c'est-à-dire prescrire des pilules, mais n'auront pas forcément appris au cours de leurs études à poser un stérilet, à poser un implant, et donc ne peuvent pas offrir toute la gamme des contraceptifs. Donc il y a des progrès à faire de ce côté-là. Et pour
faire évoluer un petit peu cet accès à la contraception. On a diversifié les professionnels qui pouvaient prescrire, avec notamment maintenant les sages-femmes, sous certaines conditions, les infirmiers et infirmières diplômés d'État qui peuvent renouveler des ordonnances, par exemple. Les pharmaciens aussi, avec une ordonnance qui date de moins d'1 an, peuvent prescrire pendant 6 mois, par exemple, represcrire une pilule, ce qui est intéressant parce que beaucoup de femmes, des fois, se retrouvaient sans pilule, sans contraception, parce qu'elles n'avaient pas eu le temps de prendre rendez-vous avec leur gynéco. Donc c'est assez intéressant, ces évolutions. Mais ces différents dispositifs, l'assurance maladie pour les jeunes, c'est des fois compliqué. Parce que ça passe par un médecin de ville et il faut utiliser l'assurance maladie des parents et donc ça soulève des conditions, des problèmes de confidentialité. Donc concrètement, pour résoudre ces situations, pour à la fois les jeunes, les mineurs, les jeunes majeurs qui dépendent de leurs parents et qui doivent par exemple garder leur sexualité secrète, ça existe encore beaucoup, eh bien il y a des dispositifs. Ces dispositifs, c'est notamment tout le réseau des centres de planification et d'éducation familiale. Donc le planning familial, qui est une association, gère ce type de centre. Mais il y a aussi des centres qui dépendent directement de l'hôpital, d'autres qui dépendent des départements, et il y a d'autres centres associatifs aussi. C'est important que les médecins connaissent ces réseaux pour pouvoir y orienter des personnes qui ont du mal à accéder à la médecine de ville. Et l'intérêt de ces endroits, c'est qu'il y a donc des médecins qui font le suivi gynéco, la contraception, le suivi, le dépistage des IST, les suivis de grossesse, des IVG maintenant aussi dans certains centres. Mais c'est aussi une équipe pluridisciplinaire, souvent avec des conseillères, des infirmières, parfois des sages-femmes, qui peuvent avoir toute une activité d'écoute, d'entretien, d'explication, prendre le temps avec les personnes pour, notamment sur la contraception, qu'elles bénéficient d'une certaine information, qu'elles puissent poser des questions et qu'on essaye le plus possible de trouver une contraception adaptée. Donc dans ces centres, il y a donc pour vraiment résumer les trucs importants, c'est la notion de confidentialité. Et c'est très important pour les jeunes majeurs et pour les mineurs qui ne peuvent pas tous en parler à leurs parents. Donc il y a la confidentialité et il y a aussi la gratuité, en tout cas la gratuité pour les mineurs. Donc aussi bien avoir une consultation qu'avoir un implant, des pilules, on a accès à une pharmacie. Ça concerne donc les mineurs, ça concerne les jeunes majeurs qui ne sont pas autonomes, qui dépendent de leurs parents, qui doivent maintenir la confidentialité. Et c'est aussi des centres qui ont une dimension sociale, bien sûr, où on peut faire des consultations gratuites à des personnes qui n'ont pas de droit à la sécurité sociale, des personnes non assurées, aux personnes en rupture de droit, aux personnes qui ont l'aide médicale État, bien sûr. Donc il y a des conditions de prise en charge particulières. Voilà, ça concerne même aujourd'hui ce qu'on appelle tous les travailleurs pauvres, et en l'occurrence les travailleuses pauvres, qui ne peuvent pas forcément accéder à une consultation de gynécologue à 60, 80 euros, comme c'est de plus en plus fréquent. Et ce qui est intéressant aussi dans ces lieux, c'est toute l'activité d'éducation à la sexualité que nous menons dans les collèges, dans les lycées, dans les maisons familiales rurales, enfin dans différents lieux, auprès de publics handicapés aussi, pour avoir un minimum d'infos et des discussions, des échanges autour de ces questions-là. Le problème de ces dispositifs, c'est qu'il y en a une vingtaine dans le Rhône, mais que les jeunes qui sont en milieu rural sont parfois en difficulté d'accès à ces centres. Donc une nouveauté assez récente sur Rhône-Alpes, c'est le développement des passes contraception. Donc là, c'est la 2e année que c'est en route. C'est-à-dire que ça concerne tous les jeunes qui ont moins de 25 ans et qui disposent d'une carte EMRA. C'est une carte qui est connue en Rhône-Alpes. Avec cette carte, ils peuvent bénéficier de consultations et de contraceptifs gratuits. Et ça, c'est assez important pour tous ces jeunes qui peuvent être éloignés, par exemple, des centres de planification. Mais ça ne concerne pas les jeunes qui ne sont pas scolarisés ou qui ne sont pas dans un dispositif d'insertion comme les missions locales. La nouveauté aussi, c'est une loi qui vient de sortir là en mars 2013, donc vous en avez peut-être entendu parler. On a parlé de la délivrance gratuite et confidentielle des contraceptifs sur ordonnance en pharmacie pour les 15-18 ans.
Donc ça, c'est important aussi. La limite de cette nouvelle loi, c'est que le moment de la prescription n'est pas prévu. C'est-à-dire que la mineure, par exemple, qui veut prendre la pilule sans en parler à ses parents, elle passe par le médecin famille, elle doit payer la consultation, utiliser la carte vitale, sans que la confidentialité soit assurée. Donc ça pose un problème. Et puis, on a limité aux 15-18 ans. Il y a aussi des mineurs de moins de 15 ans qui ont une sexualité et qui ont besoin de se protéger. Et la question des 18-25 ans pose question aussi en France, avec la précarité dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, les freins aujourd'hui qui existent au choix d'une contraception adaptée à chacun et à chacune, je vais aller rapidement là-dessus. Ces freins, ils sont de plusieurs ordres. Je présenterai les freins sociaux, les freins d'ordre sociologique. Il y a ce qu'on appelle d'abord la norme contraceptive. Alors la norme contraceptive, il y a eu toute l'époque où la contraception a été considérée comme une libération. Et en même temps, chaque fois qu'il y a une évolution de société, il y a aussi une recomposition des choses, il y a des évolutions. Et on a créé finalement une nouvelle norme qui s'impose aux femmes notamment. Alors, ce qui est présenté sur cette diapo, c'est une norme un peu idéale, une sorte de schéma type du parcours contraceptif de toute femme. Et c'est une norme qui est très présente en France, avec l'idée d'un préservatif quand on commence sa vie sexuelle. Ensuite, la vie sexuelle se stabilise, on a un partenaire stable, on passe à la pilule. Et puis, si on a eu un enfant, on a droit au stérilet. Ça, c'est un modèle qui est bien présent dans les têtes des femmes, mais aussi des médecins. Et on a du mal des fois à s'en sortir. Or, ça ne correspond pas à toutes les femmes, et c'est ça qu'il faut entendre. C'est pour ça que vous parliez prendre le temps de discuter avec la personne pour avoir vraiment une contraception qui soit adaptée. Et la norme contraceptive, c'est aussi finalement autant dans les années 50-60, tant que les moyens de contraception n'étaient pas disponibles, il y avait une autre vision de l'arrivée de l'enfant. Et parfois, on se résignait à des grossesses non prévues. Parfois, on vivait des avortements clandestins. La pilule, la contraception était vécue comme un horizon un peu de libération. Et cette dimension-là, elle existe toujours dans le sens où c'est un confort et c'est plus agréable psychologiquement de ne pas vivre dans l'angoisse d'une grossesse. On a obtenu ça. Mais inversement, c'est devenu aussi une norme forte avec une sorte de devoir qui pèse sur les femmes. Et une femme qui est en échec de contraception, eh bien, parfois, elle se trouve culpabilisée, pénalisée. Elle-même va ressentir de la culpabilité. Or, on est dans la contraception, on est dans la médecine et on est aussi dans les comportements humains et on a le droit à l'échec. Et ça, c'est important de l'entendre. De la part des médecins aussi. Combien de fois on voit des femmes qui nous disent « Ah non, je viens vous voir parce que mon gynéco va m'engueuler ». Donc c'est intéressant aussi d'entendre ce que disent les femmes à ce propos-là. Du côté des facteurs sociaux, on a plusieurs enquêtes qui ont déterminé des facteurs qui vont conduire à des risques d'échec de contraception. Il y a tout ce qui concerne le contexte relationnel, le climat affectif. Alors, c'est dans les deux sens, aussi bien une nouvelle relation qui commence, le sentiment amoureux, on est dans la spontanéité, on est dans la nouveauté, dans l'effervescence et faut bien le dire, c'est pas forcément là qu'on pense le plus aux risques sanitaires et la logique sanitaire, elle n'est pas toujours présente à tout moment dans nos têtes et c'est bien aussi, il faut bien le dire. Et il peut y avoir des risques à ce moment-là et c'est aussi les moments de crise conjugale. Ce qu'on voit aussi de plus en plus, des moments, une rupture amoureuse, et puis finalement on se remet un peu ensemble, on avait arrêté la contraception sur un coup de tête, en se disant plus jamais, et puis finalement on se remet ensemble, et c'est ces moments de transition, parfois entre deux relations, ou dans une relation un peu trouble, qui sont des moments à risque pour la contraception. Dans le contexte relationnel, il y a tout ce qui concerne aussi les rapports entre hommes et femmes, la question du genre, des rapports qui restent asymétriques aujourd'hui, avec aujourd'hui la contraception elle repose beaucoup sur les femmes, des hommes qui refusent de s'y impliquer et notamment on le voit aussi nous dans les entretiens qu'on a, des refus d'utiliser le préservatif par exemple, qui vont jusqu'à imposer des rapports sans préservatif. Et puis tout ce qui peut se jouer des fois dans les rapports de pouvoir dans la sexualité et notamment dès qu'il y a des situations de violence, il y a souvent en parallèle quand on interroge des rapports sexuels forcés ou des femmes qui n'osent pas refuser. Dans ces facteurs d'échec, il y a aussi tout ce qui est lié au mode de vie.
vie sociale ou vie sexuelle, des horaires très irréguliers qui font que c'est difficile de penser à heure fixe, par exemple, à prendre un comprimé, des rapports sexuels très espacés ou imprévus, et puis tout ce qui concerne aussi les freins économiques auxquels il faut penser. Des fois, certains contraceptifs ne sont pas remboursés. En France, on n'a pas une politique très cohérente par rapport à ça, et c'est important aussi d'y penser au moment de la prescription. Quels sont les moyens de la personne et est-ce qu'elle pourra acheter sa contraception ou l'orienter dans un planning pour qu'on puisse la dépanner, par exemple. Ce qui joue aussi, c'est les représentations autour de la sexualité. Et qui vont empêcher l'accès à une contraception. Par exemple, une sexualité vécue comme illégitime, trop jeune, sexualité trop précoce, dans l'image des parents par exemple, une sexualité hors mariage, une sexualité qui reprend à la suite du décès d'un conjoint par exemple. Autant de situations où la personne a du mal à assumer d'avoir une sexualité, et il y aura des risques au niveau aussi d'une prévention des grossesses. Il y a aussi toutes ces idées qu'on entend souvent, et nous, moi qui vais souvent dans les collèges, dans les lycées, c'est une des choses dont on discute, qui est présente déjà chez des ados. C'est cette idée, une vision très binaire finalement de la sexualité des femmes et des hommes, avec cette idée que les hommes, ils auraient plus de besoins sexuels, ils seraient un peu obsédés sexuels, ils auraient une sexualité un peu irrépressible, et que finalement c'est plus important pour eux que les femmes. Et il y a certaines femmes vont finalement avoir des rapports sexuels sans forcément en avoir vraiment envie, dans l'idée que lui en a besoin. Donc des fois c'est sous la forme de maintenir une relation amoureuse, maintenir le moteur amoureux du couple, et des fois c'est jusqu'à la violence. Et tout ça c'est lié aussi à une dissymétrie dans la vision de la sexualité des hommes et des femmes. Et puis, en dépit d'une diversification des pratiques sexuelles, comme le montrent les enquêtes sur la sexualité en France, il y a toujours dans la vision des personnes cette idée que la sexualité, c'est un vrai rapport, enfin avoir vraiment fait l'amour, c'est un coït vaginal. Finalement, c'est beaucoup des pratiques qui peuvent entraîner une fécondation. Et finalement, il y aurait aussi dans les moyens de contraception toutes les alternatives à la pénétration. Donc, il reste 1 minute, voilà, c'est bien. Je termine sur les leviers qui permettraient de faire bouger un petit peu tout ça et d'améliorer l'accès à la contraception. Donc dans ces leviers, c'est du côté des prescripteurs. C'est plus au moment de l'entretien, de la consultation, contextualiser l'usage de la contraception pour aider les femmes et les couples à prévenir les échecs dans ce domaine. Écouter ce que dit la personne sur les enjeux de la sexualité, le faire pour le plaisir ou alors pour entretenir le couple, faire bonne figure, les risques, la peur de perdre une relation, la peur de faire mauvaise impression, la peur que les parents soient au courant. Et parfois, tous ces risques, tous ces enjeux vont mettre de côté, vont faire passer au second plan la contraception. Là, c'est le petit tableau que je ne vais pas commenter, mais ça montre bien ce qu'il faut connaître, c'est l'efficacité théorique d'un moyen et aussi l'efficacité courante. Et c'est là, entre les deux, toute cette marge de manœuvre qui fait que des fois une contraception va être bien utilisée et parfois très mal utilisée. Je passe sur ce tableau-là. Pour dire que finalement, dans une pratique, dans un esprit de réduction des risques liés à la sexualité, c'est important de ne pas être dans l'injonction de voilà ce qui est bien pour vous, mais d'écouter ce que disent les personnes, qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais moyen de contraception, et que l'important c'est de pouvoir s'approprier la méthode, prendre le temps d'expliquer quel est son mode d'action, quel est son mode d'utilisation, que faire en cas d'échec. Parce qu'on a beaucoup de grossesses sous pilule qui sont liées au fait que les personnes n'ont pas forcément su qu'elles couraient un risque suite à un oubli, n'ont pas su quoi faire suite à un risque. Et ça, c'est important justement de pouvoir prendre le temps d'expliquer ça, d'informer aussi sur l'existence de la contraception d'urgence et même de l'IVG en cas d'échec, parce que ça fait partie de l'ensemble des choses à disposition pour contrôler sa fécondité. Et ce qui est important, c'est que la personne concernée est la plus à même de décider. Et on peut travailler sur les normes de prescription au niveau des médecins, notamment contester l'hypermédicalisation de la contraception, dans cette idée que c'est pas forcément les moyens les plus médicaux, les plus efficaces théoriquement, qui sont les plus adaptés. Et donc, il faut travailler sur la formation. On pense que nous, de notre côté, qu'il y a un manque de formation initiale et continue des médecins.
sur la contraception. Il n'y a pas d'organisme voilà, vraiment indépendant des fois qui donne des infos sur la contraception. Il y a des influences aussi de l'industrie pharmaceutique et on l'a vu dans l'utilisation, la prescription massive des 3e et 4e générations. Donc là, il y a eu plusieurs études qui montrent que même des professionnels tout à fait honorables et qui sont tout à fait qui sont pas du tout prêts à se faire acheter par un labo peuvent être influencés malgré eux par les informations s'ils ont qu'une seule source d'information qui est le laboratoire. Donc il y a par exemple une association d'étudiants en médecine américains qui a développé toute une pratique pour engager les futurs médecins à réfléchir sur les conflits d'intérêts en termes dans les liens avec l'industrie pharmaceutique et dans l'idée de chercher d'être vraiment acteur dans la recherche d'une information indépendante. Et donc en conclusion, il faut développer cette formation initiale et continue. On pense que c'est important d'intégrer les approches sociologiques de la pratique contraceptive et plus globalement les questions liées au genre. Et puis aussi apprendre à parler de sexualité, apprendre à parler du contexte relationnel lors d'une consultation. Le docteur Auriol a fait sa thèse de médecine sur cette question-là. Comment aborder la sexualité dans une consultation de généraliste ou de gynéco. Et puis avoir conscience aussi des freins économiques qui peuvent faire parfois renoncer aux soins dans la contraception comme dans d'autres domaines. Voilà, je vais arrêter là. Merci beaucoup pour cet exposé très vivant, très documenté, très pratique. Hein, donc il y aura sûrement des questions tout à l'heure. Alors, vous nous avez rappelé donc en fait il y avait une éducation à la sexualité. Alors c'est un petit peu une coïncidence. Dans mon laboratoire, il y a un certain nombre de chercheurs qui sont des didacticiens. D'ailleurs, il y en a dans la salle également, des didacticiens qui s'intéressent justement à l'éducation à la sexualité, à l'enseignement et les liens entre l'éducation et l'enseignement à la sexualité. Donc c'est une question qui est tout à fait à l'ordre du jour et qui est travaillée dans différents secteurs de notre université, y compris donc en didactique des disciplines scientifiques. Alors maintenant, je vais céder la parole avec notre dernière intervenante, qui est le docteur Florian Blanc. Donc le docteur Florian Blanc qui est docteur en histoire et qui s'est spécialisé dans le domaine de l'histoire de la pharmacie et de l'histoire du médicament, et plus précisément dans l'histoire contemporaine du médicament et les liens avec la sociologie et l'épistémologie. Et elle s'intéresse bien entendu à l'heure actuelle à ces fameux médicaments qui ont été à l'origine d'accidents. Donc elle travaille sur leur histoire, leur épistémologie. Par ailleurs, c'est donc, j'allais dire, une consoeur, une collègue, puisqu'elle vient de Saint-Étienne. Vous savez que l'université de Lyon s'étend jusqu'à Saint-Étienne. Donc elle fait bien partie de l'université de Lyon. Et par ailleurs, elle a eu l'occasion d'enseigner dans cette faculté. Donc elle est ici en terrain de connaissance et je la remercie d'être revenue nous faire un petit bonjour. Voilà, donc vous avez la parole pour 20 minutes. Merci Floriane. Merci pour cette présentation Philippe. Donc j'ai resitué un petit peu dans quel cadre j'interviens. Je suis donc qualifiée maître de conférence en épistémologie des sciences médicales. Donc Philippe a bien résumé ce que je fais. L'autre histoire de la contraception vers une nouvelle analyse de la révolution pilule. Donc le résumé de l'intervention aujourd'hui était un peu large. En 20 minutes, j'ai été obligée de resserrer un peu. Du coup, et sans se concerter, le précédent intervenant a terminé sur les liens entre l'industrie pharmaceutique et les praticiens. Une partie de mon intervention porte sur cette question. Alors, on vient de vous présenter donc la contraception dans son versant, on va dire technique et médical, et puis dans son aspect médecine et société. Si la ligne du temps était un segment renversable, je pourrais résumer ma propre intervention à la présentation de l'autre bout de la langue, c'est-à-dire l'interface médico-pharmaceutique dans sa perspective historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire comment s'est construit le marché des produits hormonaux à visée contraceptive après la promulgation de la loi Neuwirth. C'est intéressant, selon moi et selon beaucoup d'historiens du médicament, de voir l'envers d'une révolution, et ici c'est l'envers le côté pile de la révolution pilule.
Alors, après la promulgation de la loi Neuwirth, donc je reviendrai pas puisqu'on vous a donné un peu les cadres historiques dans les précédentes interventions. Donc après la promulgation de la loi Neuwirth, il y a eu 13 années décisives qui ont déterminé le comportement contraceptif des femmes en France. Donc cette période que j'étudie va de 1967 à la fin de la décennie 70. Cette seconde révolution contraceptive, c'est une expression de Henri Léridon, qui était un économiste et un statisticien, a déjà été très largement, du point de vue historique, analysé sous l'angle à la fois social et politique. Je vous mettrai une bibliographie en fin de présentation. Donc, de prime abord, l'historien se dit, sur la question, tout a été écrit. Et pourtant, il y a une dimension vraiment historiquement méprisée qui reste à étudier. Les premiers résultats d'études Fécond confortent l'intérêt de cette mise en perspective. C'est quels que soient les moyens de contraception disponibles actuellement, les femmes françaises vont plus spontanément vers la pilule. Pourquoi la pilule contraceptive est-elle hégémonique en France? Donc, le but de l'historien ici, c'est de questionner cette hégémonie. Qu'est-ce qui a fait que dans la période décisive d'instauration de la contraception en France, c'est la pilule contraceptive qui s'est mise plus facilement en place. Alors, dans d'autres volets de l'étude, je traite notamment du problème de la question du DIU, dont on a beaucoup dit effectivement le lien avec l'infection utéro-annexielle, etc. Je ne peux pas trop m'étendre ici parce que je n'ai que 20 minutes, mais ce facteur, entre guillemets, est déjà tombé historiquement, c'est-à-dire que dans une autre étude, je montre que le lien entre l'infection utéro-annexielle et le stérilet, ce qu'on appelait à l'époque le stérilet, le DIU, n'est fait en France qu'à partir de 1976. Et c'est le retentissement, en fait, d'un scandale qui a eu lieu aux États-Unis, le scandale du Dalkon Shield, dont le premier intervenant a évoqué, qui a donné lieu à ce lien entre infection utéro-annexielle et stérilet. Voilà. Mais donc, différentes questions sont abordées sur cette hégémonie questionnée de la pilule contraceptive. Et donc, cette recherche porte plus généralement sur le processus de diffusion des procédés contraceptifs de 1967 à la fin de la décennie 70, donc intitulé, comme je vous l'ai dit juste avant, l'autre histoire de la contraception vers une nouvelle analyse de la révolution pilule. Je vous présente ici plus précisément l'étude de la publicité des produits hormonaux à visée contraceptive. Cette recherche-là précise exploite une source importante et encore donc inexploitée. C'est le fonds d'archives des publicités du médicament et la régulation de cette publicité par la commission du visa publicitaire. Elle est une source intéressante à deux niveaux. D'abord parce que c'est une démarche qui dévoile deux clés de voûte des stratégies publicitaires des compagnies pharmaceutiques, le pilonnage et la connaissance de la cible. Elle donne aussi à voir la progressive construction des représentations à la base de la prescription de composés hormonaux à visée contraceptive, et puis la circulation de ces représentations entre la sphère médicale et la sphère pharmaceutique. Et surtout, l'étude de ces supports publicitaires met au jour la progressive construction d'une étonnante symbiose entre la sphère médicale et la sphère pharmaceutique. Voilà. Alors, qu'est-ce que la publicité? Très brièvement, pour qu'on soit sûr des définitions, d'une façon générale, la publicité peut être définie comme l'ensemble des moyens de communication destinés à faire connaître un produit et d'inciter le public à l'acquérir par un moyen de communication de masse. Donc ça, c'est une définition très générale. Par publicité, dans cette étude, j'entends donc tous les moyens de communication de masse employés par les laboratoires. Et dans les archives, j'ai pu m'apercevoir qu'ils sont très nombreux. Ils ont été très créatifs sur les modes de communication de masse employés à l'attention des médecins et des pharmaciens. Donc plaquettes, lettres, mais il y a aussi des blocs d'ordonnances pré-rédigés, on y reviendra tout à l'heure, des objets publicitaires, de la documentation de visite médicale et évidemment les encarts dans les journaux médicaux qui sont les supports les plus connus. Alors, la créativité développée dans la conception artistique de ces supports est inversement proportionnelle à celle qui a été mise en œuvre dans leur multiplication. C'est-à-dire que autant ils ont multiplié les moyens,
Autant par contre, d'un point de vue de la créativité esthétique, c'est consternant. Donc, dans les fonds collectés, une seule campagne est esthétiquement réussie. C'est la photo que vous voyez là, avec une jeune maman qui tient son bébé dans ses bras. Après, on a des visuels beaucoup plus pauvres, quand ils ne sont pas carrément mièvres, ou strictement inspirés de la rigueur des publications scientifiques, avec des jolis graphiques, des tableaux, qui ne sont pas forcément en rapport avec le texte d'ailleurs, mais bon, voilà. Alors on a donc dans la série des petites choses sympathiques, la maman qui a son bébé dont on voit qu'il vient de naître ou qu'il est très jeune, chaque fois qu'il importe de respecter la nature. Waouh. Voilà. On a aussi la dimension la pilule contraceptive vantée par la jeune fille en fleurs marchant sur le bord de la mer, pieds nus avec une belle robe blanche symbolisant la virginité. Waouh. Voilà. Tout un programme. Alors, d'après nos sources et d'une façon générale, les campagnes publicitaires que les films pharmaceutiques vont adresser aux médecins présentent deux caractéristiques générales. Elles sont très consensuelles par leur contenu tout au long de la période et elles deviendront plus agressives dès 1971, mais du point de vue des supports, et du nombre de supports. C'est-à-dire, et ça c'est important, 1 an avant la publication des premiers décrets d'application de la loi Neuwirth. En théorie, ils auraient dû attendre pour diffuser leur support publicitaire que les décrets d'application aient été publiés, en théorie. Les archives conservées attestent de l'agressivité des campagnes dès cette période, reposant donc sur le principe du pilonnage. Alors qu'est-ce que c'est le pilonnage ? C'est un aspect d'un marketing qui est basé sur le principe de la marque. Ce qu'on veut, c'est que vous repériez la marque avec son visuel et la compagnie de laquelle est issue cette marque ou la marque de ce produit. Le principe fait littéralement sombrer le praticien sous une avalanche de documents. Donc vous pouvez avoir dans la même année un document de visite médicale, des encarts publicitaires, des lettres adressées aux praticiens de manière régulière. Enfin, pour arriver à échapper notamment au lancement d'un produit, c'est quand même une performance en soi. Je pense qu'il faut vivre au fin fond de la Creuse et ne pas avoir accès à la poste pour pas être touché par ça. Ces documents sont donc adressés à tous les médecins susceptibles de prescrire le produit. Alors, la stratégie du pilonnage, elle va bien au-delà de la simple information. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va vous expliquer de la part des laboratoires, c'est que si vous envoient tous ces documents, c'est pour vous expliquer que le produit, il est sorti. Et vous le rappelez de temps en temps. Mais le problème, c'est que ce qu'on trouve dans les sources, ça va quand même bien au-delà de la simple information, puisque on voit comment ils essayent de tutorer la prescription. Et le meilleur exemple de la façon de tutorer la prescription, on va y venir, c'est le bloc d'ordonnance. Mais ils ont tout un tas de petites stratégies pour contourner la visée de la loi. La loi interdit la publicité au grand public. D'accord ? La publicité des produits médicaux, et notamment des produits contraceptifs en particulier, est interdite auprès du grand public. Elle n'est destinée qu'aux médecins et aux pharmaciens. Alors, par exemple, à l'époque, les laboratoires Ceps et Organon, qui doivent respectivement commercialiser l'Aginovlan chez Schering et Ovanon chez Organon, vont multiplier les petites infractions avant la publication de la loi. Par exemple, en 71, ils ont déjà développé des cartes plastifiées, des encarts, des lettres aux pharmaciens, aux médecins, des brochures et des notices d'emploi, comme autant de moyens de faire connaître les produits, mais aussi des sous-mains qu'ils adressent aux médecins. Et ils conseillent aux médecins de le mettre sur leur bureau, parce que ça va être pratique, ils vont pouvoir écrire dessus. Puis comme ça, quand ils consultent, la patiente, elle a en gros comme ça le nom du produit. Comme ça, c'est pratique, elle aussi, elle sera au courant de la sortie du produit. Donc il y a quand même plusieurs personnes qui s'émeuvent du principe et qui écrivent à la commission du visa publicitaire, qui finit par taper sur les doigts des deux compagnies. Mais voilà, le processus est en cours. Et alors Organon va quand même très très loin dans son imagination. Elle conçoit des blocs d'ordonnance avec le nom de son produit, et le médecin, il n'a plus qu'à mettre son petit cachet et sa petite signature. Impeccable. Donc, s'agissant de la pilule contraceptive, la pratique du pilonnage, elle est déjà en place avant les décrets d'application de la loi, c'est-à-dire avant 72, en 71, ils sont rodés, c'est parti. Et elle vise bien plus que la simple information, elle tend à détourner le processus cognitif de la prescription. Alors, si les publicités sont agressives dans leur forme, comme je viens de vous le dire, elles le sont beaucoup moins sur le fond. Elles sont complètement consensuelles parce que il s'agit à l'époque de pas
heurter le prescripteur d'achat, puisque le corps médical, vous le savez, de par la loi Neuwirth, est le portail d'accès aux produits contraceptifs, et donc aucune personne ne peut avoir accès à aucun moyen dit moderne de contraception sans passer par la case médecin. Et donc pour l'industrie, le médecin devient donc le prescripteur d'achat. Alors, ce prescripteur d'achat, on le voit dans les débats notamment qui précèdent la loi, est très loin d'être acquis à la prescription contraceptive. On parle de viol de la conscience médicale, on parle de détournement de l'art médical, de détournement de la noblesse de l'art médical, enfin voilà. Il y a une bonne proportion des praticiens contemporains qui sont absolument hostiles à la prescription des contraceptifs. Alors pour pas trop les brusquer, puisque la loi elle est quand même passée, on va leur envoyer des publicités, mais comme vous avez vu, des publicités assez mignonnes. Donc, on va fonctionner notamment sur le principe de l'euphémisme de bienséance. Dans les premières publicités sur les produits contraceptifs, la vision contraceptive, enfin la visée contraceptive n'est pas mentionnée. On dit pas que c'est, on dit pas que c'est un contraceptif. On dit que c'est un produit qui va mettre les ovaires au repos. On vous explique que le corps féminin va pouvoir se reposer grâce à la prise de ce médicament. Et alors, évidemment, les différents supports ne font surtout pas allusion à la sexualité. Hein. Si vous prenez la pilule, c'est pas parce que vous avez des rapports sexuels. C'est, voilà, les enfants naissent dans les choux et dans les roses, c'est bien connu. Et donc, dégagé du spectre d'une grossesse non désirée, l'industrie pharmaceutique va même jusqu'à figurer cette stratégie par des représentations idéalisées de la maternité. Alors, on a vu donc cette belle jeune femme évanescente portant son bébé dans ses bras, a été utilisée notamment aussi par Planovine, Novo Industries, pour dire que à partir du moment où je prends la pilule, je n'ai pas d'enfant. Voilà, il y a quand même une forme de paradoxe à représenter la volonté de ne pas avoir d'enfant par une femme portant un enfant. Ça s'explique contemporainement par le fait que la pilule est au départ vendue, entre guillemets, comme un moyen d'espacer les naissances et pas de ne pas avoir du tout d'enfant. Voilà, petite nuance contemporaine. En 1975, une campagne tente hardiment l'allusion à la sexualité. Vous allez voir que c'est vraiment que l'allusion. Hein. Pour promouvoir sa nouvelle pilule, Physiostat, le laboratoire Organon propose 3 visuels. 2 d'entre eux présentent des couples, et le dernier présente une femme avec différentes poses. Donc les visuels sont pas terribles, hein, je suis désolée, mais ce qui a été conservé est pas extraordinaire. Donc là c'est un couple, j'espère que ça se voit, marié. Alors ils ont des vêtements élégants, ils sont visiblement installés dans la vie. Quand on peut regarder la photo de près, ils portent des alliances. Donc ça signale quand même leur union légale. Et puis l'homme est penché au-dessus de son épouse dans ce qui est suggéré comme une attitude amoureuse. Le deuxième visuel présente un couple un peu plus jeune, un peu plus présenté comme plus libre en tout cas, et se tenant par la main. Ils sont très souriants, ils se promènent à vélo sur une route de campagne. Le troisième visuel est encore plus subtil. Au départ, on voit une femme hors d'âge, on n'arrive pas trop à lui donner une tranche d'âge, et elle est présentée donc dans ce visuel d'une femme entre 20 et 30 ans, vêtue dans le style des garçons des années folles. Alors, les poses, hein, on le voit, elles sont bien mièvres, elles sont bien romantiques, limite, même pas limite, carrément fleur bleue. Et elles peuvent donner à penser que cette femme, elle est célibataire et qu'elle n'a pas de vie sexuelle. Et donc, la suggestion de lui faire prendre la pilule pour une autre visée contraceptive. C'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, l'allusion à la garçonne montre que, ici, ce qui est revendiqué, c'est la liberté d'une sexualité indépendante de tout contrat légal ou moral. Parce que c'était le principe de la garçonne dans les années 20-30, qui revendiquait en fait son indépendance sexuelle. Voilà. Mais l'allusion, elle est... Voilà, faut aller la chercher quand même. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est bien mièvre quand même par l'esthétique. D'un point de vue global, la campagne, elle est assez révolutionnaire parce que c'est la première, en 1975, qui fait une vraie allusion à la sexualité. Voilà. Jusqu'en 1975, vous prenez la pilule, mais pas parce que vous avez des rapports sexuels.
Cette campagne, acceptée par la commission du Visapub, a peut-être suscité l'opprobre. C'est une première explication de sa disparition et de son remplacement par une jolie petite campagne sur des jeunes filles. Alors on voit donc le visuel avec la jeune fille qui est assise, elle a à peine 15 ans. Et le deuxième visuel, pour la même pilule, hein, voilà, c'est toujours la même pilule, c'est une autre campagne. Et le deuxième visuel qui est mis en avant, c'est une jeune femme moderne et dessinée. Elle préfigure un peu la working girl des années 80. Alors pourquoi est-ce qu'on voit disparaître cette première campagne de pub, c'est-à-dire présentant les allusions à la sexualité au profit de ces jolies jeunes filles ? En fait, il y a un basculement important en 1975 qui est que autour du vote de la loi Veil et des débats autour du vote de la loi Veil, la contraception devient l'affaire exclusive des femmes, et ce, dès leur puberté. Donc on le voit bien historiquement, comment on bascule du moment, en tout cas dans les publicités, comment on bascule du moment où la contraception est une affaire de couple, une décision de couple, et comment, au fur et à mesure, ça va devenir l'exclusivité de la femme. Et puis, cette deuxième campagne Physiostat, c'est-à-dire basée sur le fait que cette pilule serait spécifiquement adaptée à ces jeunes femmes, est d'autant plus étonnante que la même année, c'est Ovanon qui avait été vendu sur cet argument. Et Ovanon avait cette même année, enfin dans des campagnes précédentes, été vendue, elle, comme auparavant la pilule de la primipare ou la pilule, on va dire, de la jeune femme incarnant la félicité maternelle. Donc on retrouve les visuels anciens. Alors, pourquoi est-ce que on voit ces changements comme ça, la pilule, telle pilule, Physiostat ou Ovanon, est plus adaptée à la jeune femme, ou plus adaptée à la très jeune fille, ou plus adaptée à la femme qui vient d'avoir un enfant, ou alors plus adaptée à une stratégie de couple, enfin, etc., etc. Donc, comme je l'ai mis, les lois du marketing sont impénétrables, pas si impénétrables que ça, parce que l'évolution de ces visuels montre que l'exploitation des stéréotypes progressivement construits par le corps médical à propos des patientes sous contraception hormonale se fait et est récupérée par l'industrie pharmaceutique. Donc ces stéréotypes sont récupérés par les compagnies pharmaceutiques dans leur démarche de construction d'un marché des produits hormonaux à visée contraceptive. Parce qu'il n'y a pas une pilule par laboratoire, il y en a 5, 6, 7, 8. Et il faut bien arriver à montrer que ces pilules, elles ont des différences et elles ont des visées complètement différentes et donc particulières, adaptées à chaque cas. Cette récupération, c'est un des signes visibles de la construction progressive d'une étonnante relation de symbiose entre la sphère médicale et la sphère pharmaceutique. Il y a deux types de documents qui servent à cette récupération, les comptes rendus des expérimentations cliniques de dernière phase et les articles scientifiques qui en sont issus. Les premiers ont alors une double et trouble fonction du point de vue de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'ils enrichissent effectivement la littérature médicale des résultats de l'observation clinique de l'usage des nouveaux contraceptifs. Cette observation, par contre, donne lieu à la construction de stéréotypes féminins que les compagnies récupèrent à des fins marketing. Donc progressivement, à chaque stéréotype féminin, et là je parle à partir des années 73, 75, 76, on voit la montée d'une espèce de stéréotypie de la femme, et adaptée à cette stéréotypie seraient développées des pilules. Mais les comptes rendus d'observation clinique deviennent donc la source en fait de l'argumentaire publicitaire qui finit lui par présenter la pilule en question comme ayant été spécifiquement développée pour ce type de personnes, ce qui n'apparaît absolument pas dans l'expérimentation clinique au départ. Donc le changement de stéréotype en cours de promotion, en prime, vient conforter cet argument que c'est bien uniquement d'arguments promotionnels dont il s'agit et non de recherches développées dans le but de répondre à une problématique précise au départ. Est-ce que c'est une forme de cynisme des compagnies pharmaceutiques ? En fait, pas seulement. Si on le replace dans son contexte, on s'aperçoit que l'industrie est là soucieuse de répondre aux nouveaux besoins que font émerger la prescription de contraceptifs. L'introduction de la contraception
dans la pharmacie, dans la pharmacopée française, n'a pas été sans heurts, mais elle a aussi impliqué des gros bouleversements. Et donc, elle impose notamment une difficulté qui est quand même de taille, dans un contexte d'absence de formation assez globale des médecins contemporains sur la question contraceptive. Il y a une espèce de moment de flottement où la question qui se pose, c'est qu'est-ce que moi, en tant que praticien, je peux prescrire à quelle patiente ? Et il va y avoir une demande au niveau des médecins et en particulier des généralistes au départ, qui est que pour trouver des réponses à ces questions, on va se tourner vers le partenaire logique de la démarche, c'est-à-dire ceux qui produisent les pilules. Donc, on va notamment dans un document qui est dans les archives, les Schering va produire un petit document qui va comparer en fait les différentes pilules qu'elle commercialise. Et elle va mettre en rapport les tableaux cliniques qui sont censés correspondre à chaque pilule. Donc, dans ce petit document, intitulé donc Que choisir en contraception, le document il est présenté en disant ce document est réalisé à la suite de nombreuses demandes de médecins qui, disposant d'un grand nombre de moyens contraceptifs, veulent des règles simples pour les guider dans leur prescription. Alors, pour répondre à ce nouveau besoin, les compagnies vont, comme je vous disais, mettre au point et diffuser des documents comparatifs des procédés contraceptifs qu'elles commercialisent elles-mêmes. Et elles vont présenter pour chacun sa définition, ses avantages, ses inconvénients, ainsi que le tableau indiquant ou contre-indiquant leur prescription. La standardisation des fameux stéréotypes est évidemment relayée dans ces documents, mais également les injonctions scientifiquement discutables sur la contre-indication de pose des DIU aux femmes nullipares et nulligestes. Et par ailleurs, et parenthèse, force est de constater que les compagnies ne misent pas sur les DIU, puisque en face de 6, 7 à 8, voire 10 pilules, on a un DIU. 2 dans la majorité des cas. Voilà, enfin dans la version idéale, entre guillemets. La démarche pourtant... Excusez-moi. J'ai pensé à l'éteindre, j'ai pas pensé à désactiver la sonnerie. Donc, Donc la démarche, demander à la compagnie elle-même de discriminer les produits entre eux et la réponse que la compagnie lui donne, en mettant en avant certains produits au détriment d'autres, représente un vrai tournant dans la construction de cette relation de symbiose entre le corps médical et l'industrie pharmaceutique autour du processus de diffusion des procédés contraceptifs. Il faut traduire ici l'a priori positif du corps médical vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, l'idée d'une collaboration de partenaires égaux dans le cadre de la santé humaine. Pourtant, l'apparence de ce mutuel intérêt ne doit pas occulter l'observation de la progressive inclinaison de la balance. Alors, il me reste combien de temps ? Dites-moi. 1, 2 D'accord. Donc, je vais passer sur... en fait, on va voir après cette étape décisive que petit à petit, ça va prendre même une proportion assez impressionnante, qui est que ils vont mimer les revues scientifiques sur un produit, sauf que ces revues scientifiques seront en fait des extraits tronqués et choisis sur les nouveaux produits développés. Voilà. Voilà. Donc, s'adaptant à l'évolution de la communauté médicale, le document, ce type de document, c'est simulacre de revues scientifiques sur un nouveau produit, induisent en fait comment je pourrais dire, une lecture positive du nouveau produit présenté, et donc finalement une réception positive de ce produit. Alors on y trouve les fameux énoncés performatifs, les différents praticiens membres historiques du MFPF, tous désignés comme experts, et bon, on peut avoir un certain nombre de doutes justement sur l'objectivité de la présentation. Voilà. Alors la conclusion, je vais aller directement. Voilà, cette démarche est la démarche en fait de publicité des produits contraceptifs.
n'a de scientifique que l'apparence, même si elle se cache derrière ces démarches-là, même si voilà, avec un visuel quand même assez justement gardé autour de la question de la rigueur, gardé autour de la question de la sobriété, c'est pour mettre en avant le côté scientifique de la chose. Mais le fond et la démarche de fond qui est derrière, par la sélection des extraits, par la lecture imposée, induit une réception positive des produits et donc biaise le rapport entre le corps médical et l'industrie pharmaceutique. La boucle est bouclée. Alors, voilà, en guise de conclusion, de par leurs fonctions respectives, les deux sphères sont nécessairement codépendantes. L'apport de l'épistémologie est d'éclairer la construction de cette codépendance et d'amorcer une réflexion à son sujet. Merci de votre attention. Bien, merci Floriane pour cet exposé qui nous montre qu'en fait il faut aller chercher, il nous montre deux choses. D'abord qu'il faut aller chercher l'histoire, c'est-à-dire interroger les documents et les archives en profondeur pour comprendre le présent, et ça c'est une attitude qu'on n'a pas toujours, c'est-à-dire qu'on vit au présent mais on n'a pas le présent à l'esprit, qu'il faut aller voir un petit peu le passé. Puis la deuxième chose, vous avez dit que finalement il y avait un endroit où on pouvait être heureux en France, c'est la Creuse. Voilà. Bien, alors maintenant nous allons avoir un temps de débat avec un micro que nous vous incitons à saisir, voilà, et à préciser à quel conférencier la question que vous posez s'adresse, de manière à ce qu'il puisse répondre immédiatement. Bonjour. Alors moi j'avais une question pour les trois conférenciers en fait. C'était la question de la contraception masculine. Je me demande où ça en est. Est-ce qu'il y a une pilule pour les hommes pourquoi on en parle si peu? Pourquoi est-ce que tout retombe toujours sur les épaules de la même personne dans le couple? Je vais vous répondre. Il y a eu des essais. L'idée, c'est donc, la plus simple, c'est de faire une petite intervention sur le canal déférent. Et donc, comme ça, après 74 jours, on est un peu libre parce que les promotions de spermatozoïdes à partir des cellules souches, c'est de l'ordre de 74 jours. Ce qui explique que des fois, quelqu'un qui a une grippe très forte, aujourd'hui, la promotion des spermatozoïdes dans 74 jours sera asthénique, sera fatigué. Alors ça, c'est la chose, disons, la plus simple. C'est une petite intervention sous anesthésie locale, à condition que le couple accepte l'idée. J'ai un ami gynécologue qui est chef de service, qui, après 5 enfants, s'est vasectomisé alors qu'il n'avait que 45 ans. Deuxièmement, il y a eu des essais de créer une pilule contraceptive pour l'homme. Or, on n'a pas trouvé encore le moyen de faire, en quelque sorte, la composante dans la pilule avalée. Donc, il y a eu des essais avec des produits percutanés. Et là, il ne fallait pas que la personne ait des contacts physiques avec sa femme pendant un certain moment, parce que sinon il transmettait les androgènes à la femme, qui avait la barbe qui pousse, les seins qui se flétrissent et les golfes qui apparaissent. Donc il y a des essais pour le faire. Alors on va aller jusqu'à essayer de créer des anticorps antispermatozoïdes pour les neutraliser. Disons que chez la femme, c'est un mécanisme beaucoup plus complexe, comme vous avez vu avec... Chez l'homme, c'est beaucoup plus simple. Il y a l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire. Il y a toujours les mêmes hormones qui sont en ligne, c'est-à-dire la LH et puis la FSH. Donc, une pour augmenter la taille des spermatogonies, et puis l'autre pour provoquer la sécrétion de la testostérone. Alors, chez l'homme, c'est théoriquement plus simple, mais on est allé maîtriser chez la femme parce que je pense qu'on trompe dans l'idée, c'est que dans l'historique des choses, c'est la femme qui subit les conséquences de l'assaut masculin. Donc on a essayé de la protéger en premier. On n'était pas allé, je dirais, stériliser les chameaux dans le désert, mais plutôt mettre un bouchon chez les chamelles. Parce que c'était plus logique pour eux de ne pas avoir des enfants de ce côté-là. Alors il y a ici les idées tribales dans le passé, c'est que les femmes étaient enlevées par les membres de notre tribu et fécondées pour avoir une nouvelle espèce qui appartenait à la tribu
Donc c'est chez la femme pour la protéger en quelque sorte de ses conséquences, parce que c'est elle qui subit la grossesse, les 9 mois de grossesse, l'accouchement, etc. Alors pour l'homme, c'est encore à l'étude, ça fait longtemps que c'est à l'étude, bon, ça fait X années que je regarde, donc s'il y a quelque chose. Je pense qu'en Chine, ils avaient utilisé à un moment donné le gossypium, qui est une substance qui permet d'avoir un peu des stérilisations. Mais c'est tout ce que moi je trouve dans la littérature. Je peux me permettre de compléter. En parallèle, il y a différentes hypothèses qui sont avancées en termes de cognition sociale. C'est-à-dire que il y aurait une association entre fertilité masculine et virilité, et que cette représentation étant persistante, un certain nombre de travaux qui pourraient être entrepris ne le sont pas parce qu'ils mettent à mal cette idée. D'un point de vue historique purement, contemporainement donc au développement de la pilule contraceptive par Gregory Pincus, le fait est que la maternité est considérée comme l'apanage féminin. S'occuper de l'enfant, materner, d'ailleurs c'est materner, est une occupation féminine. Dès lors, le contrebalancement, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfant, est censé être aussi une préoccupation féminine. Au-delà du fait que la gestation est effectivement assumée par la femme, la culture, on va dire, n'a pas évolué sur cette représentation entre le biologique et le culturel, et étant resté collé à cette représentation d'association codépendante et impossible à défaire entre le culturel et le biologique, alors il y a cette hypothèse que finalement c'est plus une question féminine qu'une question masculine. L'autre aspect, c'est que ça a été renforcé par les débats autour de la loi Veil. C'est un peu l'envers c'est le retour du boomerang. C'est-à-dire que les femmes ont revendiqué dans une période, un certain point de vue féminin, a revendiqué dans une période l'indépendance et la possibilité de faire usage de son corps selon ses seuls et propres critères. L'inconvénient de ça, c'est que justement, ça a réservé la question à la femme. C'est elle qui, certes, décide d'avoir ou non des enfants et du moment où elle veut les avoir, mais du coup, c'est elle seule, entre guillemets, par rebond historique, qui décide de comment elle peut les avoir et quand elle peut les avoir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, je voudrais juste peut-être apporter une petite nuance, c'est que cette question, heureusement, bouge un peu de qui s'occupe des enfants. On va aussi vers une société un peu plus égalitaire avec un changement de la place des rôles prédéfinis de père et de mère. Et on peut imaginer que ça fasse petit à petit évoluer ce rapport-là, en sachant dire qu'aujourd'hui c'est les femmes qui décident simplement. Socialement, sociologiquement, on peut pas vraiment accréditer cette idée. Dans pas mal d'études montrent qu'il y a un choix de couple, et que même dans les histoires d'IVG, bien souvent il y a avant la décision une discussion en commun. Et c'est pas aussi simple que je dispose de mon corps, même si c'est un slogan important. Il y a aussi plein d'enjeux de pouvoir dans le couple qui existent à ce moment-là. Oui, d'autant que, alors justement pour compléter, j'étais peut-être allée un petit peu vite. Du point de vue historique, on connaît assez facilement, ça a été bien explicité et bien démontré, les slogans justement des féministes notamment. On connaît un certain nombre aussi de slogans de la maternité heureuse, qui est devenu ensuite après le mouvement français pour le planning familial. Ce qu'on connaît moins, c'est tout le panel de nuances qu'il y a à l'intérieur de ces organismes. À savoir, alors à l'intérieur des organismes féministes, pas tant que ça. Il faut préciser que la maternité heureuse revendique le fait de n'être pas un organisme féministe. Marie-Andrée Lagroua-Veilaé, cofondatrice
présidente et cofondatrice de la Maternité Heureuse, dit très clairement, dès la fondation de l'association, qu'elle n'est absolument pas féministe, que son but n'est pas là. Son but est d'apporter au couple la possibilité d'espacer la naissance de leurs enfants. Donc la Maternité Heureuse. D'ailleurs, Marie-André Lagros-Aveille-Lallet quittera la Maternité Heureuse lorsqu'il sera question de l'avortement. Elle était, en tant que médecin, praticien, etc., et femme, et en tant qu'individu, en fait, hostile à l'avortement. Donc, après, ce que je voulais dire par, justement, cet ancrage, en fait, entre le culturel et le biologique, c'est que, on l'a vu avec les débats autour du mariage pour tous, la culture française reste attachée à un certain nombre de représentations qui font et qui tournent autour de la définition de la famille et de la place biologique des individus de sexe féminin et des individus de sexe masculin. C'est à ça que se rapporte le mariage pour tous. Donc sur cette question-là, on est effectivement en cours d'évolution, mais il y a encore du travail. Oui. Oui, autre question? J'avais entendu parler d'un contraceptif qui était en train de se développer, mais je ne sais pas du tout si c'est fondé. En fait, ce serait un espèce de test d'ovulation. C'est-à-dire que ce ne serait pas du tout invasif. On aurait juste, entre guillemets, à faire pipi sur une bandelette pour savoir si on peut y aller ou pas. Est-ce qu'on développerait des trucs comme ça? Parce que c'est vrai que moi, j'en parle avec beaucoup de femmes et on se dit toutes, les hormones, ça fait chier. Voilà, quoi. On n'aimerait pas prendre des médicaments à vie parce qu'on nous dit ça fait rien, mais peut-être que d'en prendre pendant 30 ans, au bout d'un moment aussi, ça fait quelque chose, quoi. Il y a des tests d'ovulation qui existent, qui remarquent un peu la montée des fois de ce qu'on appelle la LH, l'hormone lutéinisante, et on sait que 36 heures après, il y aura une ovulation en principe. Donc il y a des tests avec des petits appareils électroniques maintenant qui donnent le feu vert ou le feu rouge. C'est-à-dire là, attention, là vous pouvez y aller, et on peut le prendre dans le sens inverse. Quand est-ce qu'on cherche à avoir une grossesse, de faire dans le sens inverse. Donc il y a des appareils qui sont vendus, ils ne sont pas tellement chers, mais enfin ils coûtent quand même. C'est des tests d'ovulation en quelque sorte. Donc c'est simplement détecter le surge du LH et puis en 36 heures après il y a l'ovulation. Alors des appareils autres, alors il y a la méthode des températures dont j'ai pas beaucoup parlé. La méthode de température, qu'on prend la température tous les matins. À l'époque on disait par voie rectale, maintenant on prend dans l'oreille avec des appareils plus sophistiqués pour voir quand est-ce qu'il y a la montée de la température de 36,3, 36,4 à 37,1, 37,2. Et on situe ça sur 3 courbes de température pour savoir à peu près la régularité du cycle. C'est pas tellement valable chez les personnes très émotives parce que les émotions peuvent changer les données au point de vue contraception. Ça, on peut le combiner avec la méthode Billings dont on vous a parlé un peu. C'est la personne qui cherche à un moment donné, à partir du 7e, 8e jour, si la glaire cervicale commence à apparaître, ça veut dire qu'il y a une influence des œstrogènes qui sont là, et puis donc quand on arrive au pic des œstrogènes, on a la glaire cervicale qui est au maximum. Le comité d'accueil en quelque sorte est là pour les spermatozoïdes. La glaire cervicale, c'est un hydrogel, autrement dit on va comparer à des mailles de tricot. En période d'ovulation, les œstrogènes provoquent une rétention d'eau automatique. Donc à ce moment-là, vous avez la glaire qui devient très fluide. Par contre, en période progestative, vous avez à ce moment-là l'eau qui disparaît en quelque sorte et la glaire devient compacte et fait un bouchon qui est un peu l'équivalent du bouchon muqueux que la femme élimine à la fin de la grossesse. L'idée était venue donc, c'est-à-dire si un bébé se met en place, plus rien ne rentre, plus rien ne sort de l'utérus. C'est-à-dire il y a un bouchon qui est là qui bouge tout. Donc l'idée aussi qu'il y a peut-être des produits qui peuvent boucher la glaire. Alors c'est en général les progestatifs qui font ce genre de travail, qui font donc la glaire. Alors même le stérilet Mirena qu'on a sur le marché contient un progestatif qui d'une part diminue l'épaisseur de la muqueuse utérine, donc de l'endomètre, et d'autre part qui provoque un assèchement de la muqueuse, de l'hydrogène que forme le liquide qui coule des pseudo-glandes. C'est pas des vraies glandes, des pseudo-glandes là-bas. C'est un peu comme ça, on ferme la porte, comité d'accueil, c'est fini, on ferme l'escalator pour les spermatozoïdes. Est-ce que d'autres questions? Là, j'ai mis un peu des choses marrantes parce que j'ai récolté sur l'internet pas mal de choses marrantes.
Si ça vous évoque des questions, vous pouvez y aller aussi. Juste pour prolonger sur, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de méthodes non hormonales. Nous, ce qu'on pense ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, on peut tenir compte de l'efficacité théorique, scientifique des méthodes, mais c'est aussi important de tenir compte de comment le vivent les personnes. Et une pilule qui est mal vécue, on voit des filles des fois qui ont essayé 4 pilules différentes, qui en ont marre, qui ont des symptômes divers et variés, qui la supportent tout simplement pas. C'est important de proposer des alternatives aux méthodes hormonales. L'important après, c'est d'en connaître les limites, notamment sur le fait que l'ovulation, elle est pas toujours régulière, elle peut être impromptue, il peut y en avoir 2 dans le cycle, ça peut être lié aux émotions. Voilà, il faut en connaître les limites et en connaître le fonctionnement. Ce qu'on peut juste préciser, là, c'est qu'il y a par exemple un nouveau diaphragme qui vient de sortir, un diaphragme à taille unique. Donc pareil, c'est une des méthodes possibles. Et puis le stérilet au cuivre, qui n'est pas hormonal, c'est vrai que c'est aussi une alternative pour un certain nombre de femmes. Autre question? Sinon, on va... Bien, écoutez, je crois que nous pouvons remercier tous les conférenciers qui sont intervenus. Je vous invite à les applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup. Je voudrais également que vous fassiez une ovation à nos collègues du service central de documentation de l'Université Lyon 1, qui organise ces conférences avec un très grand succès, avec énormément d'énergie, de courage et de talent. Donc je vous demande de les applaudir. Donc, merci à vous, merci de vous être déplacés, et puis je vous souhaite un excellent après-midi. Merci à tous.